Sarah Feinberg, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et que vous êtes aujourd'hui chercheur à l'INSS, l'Institut national des études stratégiques de l'Université de Tel Aviv. Et je souhaitais m'entretenir avec vous pour parler, on va dire, à tête reposée, avec un petit peu de recul, du sommet de Sotchi qui s'est tenu avant-hier et qui a été conduit par le président russe Vladimir Poutine en présence du président iranien Rouhani, du président turc Erdogan. Et je voulais tout d'abord savoir, ce sommet s'est déroulé, il faut le rappeler, 2 jours après ou 24 heures après la visite de Bachar Assad à Sochi même. Quelles sont les premières retombées d'un tel sommet? Quelles sont les conséquences d'un sommet? On a parlé d'un Yalta du Proche-Orient. Quelles sont les répercussions et les conséquences d'un tel sommet sur la région? Les conséquences sont très importantes puisque ce sommet en fait marque la fin du volet militaire de la guerre civile en Syrie. En tout cas déclare la fin du volet militaire afin de passer au volet politique, de négociation politique de la Syrie future. Et ce sommet est essentiel car il présente une formule politique pour la Syrie de demain, qui n'est pas la formule américaine, qui n'est pas la formule européenne, qui est une formule russe, négociée et acceptée avec les 2 plus grands acteurs musulmans non arabes régionaux, qui sont la Turquie et l'Iran. Donc la première répercussion, c'est que maintenant on va parler de formule russe en Syrie. Et cela sera la seule formule qui sera présente au Conseil de sécurité de l'ONU et dans les négociations de Genève. Vous savez que cette formule russe invite à conserver l'intégrité territoriale de la Syrie, à créer une Syrie multi-ethnique, multiconfessionnelle, donc en principe, mais dans les faits, ce sera une Syrie partagée, comme au XIXe siècle, en multiples zones d'influence. Il y aura la zone saoudienne, la zone iranienne, la zone turque, la zone russe et une petite zone israélienne. La seconde forte grande répercussion de ce sommet, c'est que désormais, le Moyen-Orient, ses cartes ne se dessinent plus à Washington, elles se dessinent, cette fois-là à Moscou, mais aussi par les grands acteurs régionaux. On a là un noyau très fort de prise de décision par les grandes puissances régionales, qui est encore une fois négociée et obtenue par Moscou, mais c'est l'Iran, la Turquie, à un moindre degré l'Arabie saoudite qui sort comme les principaux négociateurs du futur du Moyen-Orient. Et ça ne se joue plus à Washington avec l'accord et la bénédiction des Américains. Là, on n'est pas du tout en conflit où Washington s'oppose à cette solution. Au contraire, Washington ferme les yeux et laisse les clés aux acteurs régionaux et à la Syrie. Alors, juste une chose, Daniel Haïk, à ajouter, c'est que ce sommet a eu très peu de répercussions médiatiques aux États-Unis, en Europe, aux grandes dames des Russes. et pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première... Parce qu'ils étaient absents ou parce que... La première, c'est qu'ils étaient absents. La seconde, c'est que de nombreuses questions restent sur la table. Vous savez qu'en Syrie, il y a 4 zones de désescalade qui sont des zones censées protéger la population civile de la Syrie. Il y a 2,5 millions civils syriens qui vivent dans ces 4 zones situées au nord, au centre et au sud de la Syrie. Mais la Russie, l'Iran et la Turquie vont-elles réussir à arrêter le conflit armé dans ces zones-là? C'est une grande question. Alors, avant de parler du volet, on va dire, plus spécifiquement israélien, vous avez parlé d'une petite influence israélienne dans le partage des influences en Syrie. Un mot sur un homme qui n'était pas au sommet de Sochi, mais qui est venu à Sochi. Il s'agit de Bachar Assad. Que va-t-il devenir? Est-ce qu'il est probable qu'il reste le leader de ce pays dont il est responsable du massacre de la population, d'une partie importante de la population? Ou alors est-ce que, d'une certaine manière, il va tout de même faire les frais de ce qui s'est passé au cours des 5-6 dernières années?
Alors, premièrement, le fait que Bachar el-Assad soit présent à Sochi relève du miracle militaire et diplomatique russe. Vous vous souvenez, Daniel, qu'il y a 2 ans et demi, aucun journaliste ne misait sur la durabilité d'Assad comme leader de la Syrie. Donc le fait même qu'il soit là représente en soi une victoire sans précédent. Il est très clair, et la position officielle russe a toujours été la suivante, que la Russie ne soutient pas Bachar el-Assad per se, mais elle soutient le régime alaouite légitime de la Syrie. C'est-à-dire que dès le départ, en gros, il a été décidé que Bachar el-Assad pourrait se reposer dans une datcha dans les alentours de Moscou, mais que son régime perdurerait. Une autre manière de dire, c'est que ce n'est pas Bachar el-Assad qui va rester, mais le clan Assad et une certaine formule alaouite. Il a été bien clarifié à Bachar el-Assad, semble-t-il, lors de cette rencontre tenue au départ secrète entre Poutine et Assad 2 jours avant le sommet, que des compromis devront être faits. Et ces compromis, peut-être s'agit-il de garder Bachar el-Assad lors d'une période intérimaire jusqu'à la tenue de prochaines élections en Syrie, ou alors de créer un gouvernement d'union nationale avec Bachar el-Assad en tête. Ce qui est incroyable, inouï, c'est que la plupart des leaders occidentaux aujourd'hui ont accepté, ont capitulé à cette demande russe de préserver Assad, du moins dans une période intérimaire, que cela soit les Saoudiens, que cela soit les Turcs, les ennemis jurés au départ de Bachar el-Assad, mais aussi les États-Unis et en Europe, la France et l'Allemagne. Alors, parlons un peu d'Israël. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être une zone d'influence israélienne. On suppose qu'il s'agit de ce qui est à proximité de la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan. 2 questions. D'abord, est-ce que Israël avait vraiment un petit rôle à jouer dans ce partage des influences en Syrie, et justement, la question c'est de savoir aussi quelle est on va dire la relation entre Israël, entre Binyamin Netanyahou et Vladimir Poutine, qui se sont rencontrés à de multiples reprises au cours des dernières années. Est-ce que cette relation a un impact sur le partage d'influence en Syrie aujourd'hui ? Alors, Israël, malheureusement, a cru qu'elle aurait une influence sur la formule finale russe, et c'était l'espoir des négociateurs israéliens tant à Moscou qu'à Washington. Israël espérait obtenir une zone tampon de 60 km à la frontière israélo-syrienne. Or, on a vu Daniel Haïk, qu'à la fois au mois de juillet, lors du sommet à Amman, et au mois de novembre, lors du sommet au Vietnam, les demandes israéliennes n'ont pas été prises en compte, ou ont été prises en compte très, très partiellement. C'est-à-dire que au mois de juillet, on n'a pas du tout mentionné dans le mémorandum russo-américano-jordanien la présence même du Hezbollah. Le Hezbollah s'avérant des combattants fantômes dans ce mémorandum. Et dans le mémorandum du mois de novembre, sous pression israélienne, on reconnaît leur présence, mais leur présence est qualifiée de légitime, et la zone tampon accordée à Israël est une zone de 20 km. Quand je dis une zone tampon, c'est une zone dans laquelle la présence de milices chiites et de combattants du Hezbollah ne sera pas acceptée. Alors, cela étant dit, Daniel Haïk, la Russie continue à prendre en compte les intérêts sécuritaires d'Israël, un petit peu par sympathie pour la diaspora russophone en Israël, mais surtout par crainte du pouvoir déstabilisateur d'Israël en Syrie. On l'a vu effectivement au cours des derniers mois, à chaque fois qu'il y a eu une menace ou en fait des tirs en provenance de Syrie, on a vu que les Israéliens ont réagi et que les Russes
ont toléré la réaction israélienne. On peut supposer, est-ce que l'on doit supposer que c'est ainsi que cela va se passer désormais? S'il y a des risques ou des menaces, eh bien, les Israéliens pourront peut-être même prévenir des tentatives, on va dire, de tir en direction du territoire israélien et frapper des cibles à l'intérieur du territoire syrien sans pour autant susciter de colère de la part des Russes. Écoutez, mon analyse depuis le début du conflit, c'est que cet accord tactique et cet accord informel entre les Russes et les Israéliens, consistant à ce que les Russes ferment les yeux aux frappes attribuées à Israël aux alentours de Damas et à la frontière israélo-syrienne, cet accord tactique est amené à un moment ou à un autre à exploser. Pourquoi ? Parce que la Russie, nécessairement aujourd'hui, a besoin de la présence militaire iranienne pour stabiliser la transition ou pour faciliter la transition vers une solution politique en Syrie. Les Iraniens sont les hommes du sol, ce sont les boots on the ground en Syrie, et la Russie a besoin d'elles, étant donné la faiblesse de l'armée de Bachar el-Assad. Une autre raison à cette fragilité que je vois, c'est que avec un alignement de plus en plus grand de l'Arabie Saoudite avec Israël, on a eu récemment l'interview de Yuval Steinitz admettant publiquement de liens très forts entre Israël et l'Arabie Saoudite, un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. On a un clivage qui va sans doute se renforcer et qui pourrait affecter négativement les relations russo-israéliennes. Y compris même si, par exemple, les Israéliens, comme le dit Binyamin Netanyahou, pour défendre ses intérêts, leurs intérêts stratégiques et sécuritaires, frappent par exemple des convois d'armes qui passent de la Syrie vers le Liban et qui sont destinés au Hezbollah? Pour l'instant, cela a marché, d'autant plus que cela aide les ventes d'armes russes. Les Israéliens frappent des armes russes. L'Iran et le Hezbollah en rachètent. Mais je ne suis pas sûre, Daniel Haïk, que cette équation va perdurer, va tenir. Si vous voulez, nous on fait régulièrement des simulations de guerre dans cette région en tenant compte le fait que la Russie pourrait activer, par exemple, ses S-400 ou ses S-300 contre Israël. Une autre question se pose, c'est la performance technique des systèmes antimissiles russes, des systèmes S-300 et S-400, puisque on peut supposer qu'Israël sait maintenant se débrouiller techniquement avec ces systèmes en Syrie. Les Russes ont manifesté à quelques reprises leur ire, leur colère face aux frappes attribuées à Israël, en particulier la frappe touchant le fameux centre de recherche syrien à proximité de Damas. Et on pourrait imaginer que si les Israéliens venaient à frapper une base militaire iranienne, puisque les Iraniens construisent des bases militaires au sud de la Syrie, que les Russes ne ferment pas les yeux à ce moment-là. Eh bien, Sarah Feinberg, je vous remercie de nous avoir vraiment éclairé sur ce sommet de Sotchi qui, effectivement, a une importance tout à fait particulière pour le Proche-Orient, qui a, d'une certaine manière, retracé, non pas les frontières de la Syrie, mais en tout cas les zones d'influence dans ce pays meurtri. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom. Voilà, il est 8h26 sur studiokalita.com. Nous allons marquer une petite pause. On se retrouve tout de suite après avec la chronique d'Eliana Gurfinkel, un jour notre histoire, consacrée ce matin à David Ben Gourion.